Anne de Bretagne, la femme la plus célèbre de la région. Elle a été duchesse, mais aussi 2 fois reine de France. Entre complot, gloire et trahison, je vous raconte cette semaine l'histoire d'Anne de Bretagne, cité légende Bretagne. Bonjour! Moyen-Âge. Nous sommes début 1477. François II, duc de Bretagne, et sa femme Marguerite de Foix attendent enfin un heureux événement. Enfin, car la succession se faisait attendre. En effet, François II, duc de Bretagne, était un petit peu volage, voire beaucoup, et il avait même dans ses maîtresses une favorite. Et c'est à la mort de sa maîtresse favorite qu'il s'est enfin rapproché de sa femme pour enfin concevoir, penser à imaginer la succession de son duché. Enfin, ils attendent un heureux événement. La cour ducale, tout entière, espère voir naître un fils. Le 25 janvier 1477, c'est une petite fille qui apparaît, qui pousse son premier cri dans le château de Nantes, situé en Bretagne. Et oui, Nantes se trouve en Bretagne à cette époque. 44 BZH. Petit aparté, je sais que certains d'entre vous vont se demander ce que j'ai à l'œil. C'est à voir avec Anne de Bretagne, justement, je me suis battue. Vous le saurez en fin de vidéo, surtout parce qu'il y en a qui s'en foutent. Abonnez-vous. Anne de Bretagne n'est pas une Bretonne pure souche, comme on dit. Son père, François II, est originaire du Val-de-Loire. Il a même des origines italiennes, du côté de la famille Visconti. Dans le Val-de-Loire, d'ailleurs, François II est duc de Montfort, en plus d'être duc de Bretagne. Et c'est la raison pour laquelle Nantes devient la capitale politique de la Bretagne, parce que pour François II, c'est beaucoup plus facile de se déplacer depuis le Val-de-Loire jusqu'à Nantes. Voilà, ça c'est la petite anecdote pour briller en société. La mère d'Anne, Marguerite de Foix, est originaire entre autres d'Espagne par sa mère, Éléonore de Navarre. Anne se sentira bretonne toute sa vie et portera en elle le destin de son duché. Mais elle aura toujours en respect aussi le souvenir de ses autres racines. On sait par exemple qu'elle choisira d'être parfois entourée d'Espagnols au sein de sa cour. Son accoucheur personnel par exemple, sa sage-femme quoi, est un Espagnol. François II a beaucoup de fils illégitimes du fait de ses infidélités, mais sa fille Anne, qui elle est l'enfant légitime, aura la faveur pour lui de sa succession. Et son père d'ailleurs dépensera toute sa vie, depuis la naissance de sa fille, beaucoup d'énergie en stratégie, en collaboration pour faire accepter sa fille sur le trône à sa disparition. Il lui offre une éducation à la hauteur de son rang et même mieux, à la hauteur d'un fils héritier. Dans le château de Nantes et en général chez la noblesse bretonne, on ne parle pas breton, pas du tout. C'est réservé à la Bretagne bretonnante, à la Basse-Bretagne. C'est aussi une langue qu'on considère faite pour le peuple. Ce n'est pas à la hauteur de la noblesse. Chez les nobles, il est d'usage de parler français, le vieux français, c'est beaucoup plus classe. Alors à sa naissance, Anne est tout de suite envoyée à Rennes chez une nourrice qui s'appelle Dame Éon, qui est la femme d'un lieutenant du duc, une personne de confiance. Et cette nourrice lui parle en gallo. Alors le gallo, c'est l'autre langue de la Bretagne, c'est un mélange de vieux français et d'un peu de vocabulaire breton. Dans les régions de Haute-Bretagne, on parle le gallo, Rennes faisant partie de la Haute-Bretagne, la nourrice lui parle naturellement en gallo. Anne Petite parle français, elle parle gallo, mais elle ne connaîtra jamais la langue bretonne qui est réservée aux Bretonnants et pourtant pour qui elle aura toujours un grand respect. Un peu plus tard, dans sa petite enfance, Anne est prise en charge par la baronne de Chateaubriand, Françoise de Dinan. Mission, lui assurer une éducation digne de son rang et même mieux, comme je vous disais tout à l'heure, digne d'un fils héritier. L'éducation est exceptionnelle, elle lui apprend à lire, elle lui apprend à écrire, ce qui pour une femme, même dans la noblesse, est très rare. Elle lui donne des cours de mathématiques et des leçons de latin. Troisième langue, donc français, gallo, latin. On dispense en plus à Anne des cours de musique, elle joue du luth divinement paraît-il, des cours de danse, de la broderie, du chant. Alors cette approche sera très chère à Anne qui développera son amour pour l'art et la culture durant toute sa vie. La baronne de Chateaubriand lui offre également des cours d'anglais, d'allemand et d'espagnol, car on sait qu'Anne de Bretagne occupera la scène internationale. Je vous dis pourquoi.
XVe siècle, la Bretagne est indépendante du royaume de France. C'est un duché qui est égal au royaume de France en pouvoir et en prestige. La couronne ducale est égale à la couronne royale et l'on sait que lors du traditionnel hommage des ducs envers le roi, François II se pliera à cette exigence en tant que duc de Montfort, mais il ne pliera jamais le genou devant le roi en tant que duc de Bretagne. Alors la Bretagne à cette époque, à la fin du Moyen-Âge, est une région très riche, prospère. Les côtes littorales de l'Armor, de la mer en breton, offrent du poisson, du sel, ce sont des produits que l'on vend très cher, qui rapportent énormément de richesses. Dans le centre de la Bretagne, les terres d'Argoat, du bois en breton, on offre du bois justement et la terre est riche de gibier. On y cultive surtout le lin, le chanvre qui permettent de fabriquer tous les textiles dont on a besoin pour faire les cordages et toutes sortes de vêtements. La Bretagne est donc un pays indépendant, prospère et riche qui en plus possède des ports sur toute la côte qui carburent à fond. Ce sont des ports qui desservent le monde entier et bientôt l'Amérique. La Bretagne est un territoire stratégique qu'il faut absolument posséder. Les voisins européens et surtout la France veulent la conquérir. Nous arrivons en 1483. Le roi de France, Louis XI, meurt. Son fils héritier, Charles VIII, est un petit peu jeune, il a 13 ans. C'est donc sa grande sœur, Anne de France, que nous connaissons aussi sous le nom d'Anne de Beaujeu, qui prend la régence. Et elle, Anne de Beaujeu, elle veut la Bretagne. Donc elle lance les hostilités. Allez hop, une petite guerre. En 1485, la guerre fait rage entre les Français et les Bretons. Cette guerre se nommera la guerre folle. Anne a 8 ans. Alors la Bretagne est convoitée, mais la personne d'Anne également. Car en tant qu'héritière du duché, et de 2 duchés même, elle possède une dot, pour le moins, alléchante. Je parle de la dot. Calmez-vous. Le prétendant qui pourra être son époux aura un pied dans le duché de Bretagne, et ça en cas de défaite militaire, c'est quand même stratégiquement un plan B qui pourrait fonctionner. Et c'est ainsi qu'à partir de l'âge de 4 ans, Anne de Bretagne est déjà fiancée à une bonne dizaine, 13 je crois, fiancés. Et les fiancés sont prestigieux, hein, c'est soit des rois, des héritiers ou des princes. Dans ces prétendants, il y a notamment Maximilien d'Autriche qui est roi des Romains. Les leçons d'anglais, d'espagnol, d'allemand, de latin et tutti quanti, ça va quand même être très utile. Dans les prétendants, les fiancés de la toute petite fille, il y a bien entendu le roi d'Angleterre et le roi de France. Alors le roi de France, on y reviendra, ce n'est pas une priorité ni pour le clan d'Anne de Bretagne, ni pour le clan d'Anne de France, Anne de Beaujeu, régente du pays à la mort de Louis XI, je le rappelle. La régente préfère fiancer son petit frère à Marguerite d'Autriche. Bon, on y revient très vite, hein. On retient qu'à la petite enfance d'Anne, des collaborations se manifestent, se forment en coulisses déjà. Et puis un jour, pour Anne et la Bretagne, tout bascule. Le 9 septembre 1488, en pleine guerre folle, le duc de Bretagne François II meurt. Anne a 11 ans. Anne a déjà perdu sa mère lorsqu'elle avait 7 ans, elle est donc orpheline et à 11 ans, elle prend donc la tête du duché de Bretagne. Anne devient duchesse. Alors elle prend en charge aussi sa petite sœur Isabeau de Bretagne, à 11 ans. Je ne sais pas ce que vous faisiez à 11 ans, nous, on écoutait les Backstreet Boys, les To Be Free. Alors en théorie, Anne de Bretagne ne peut pas prendre la couronne ducale car il existe un traité, le traité de Guérande, qui exclut les filles de la couronne. Mais c'était sans compter le travail de fond de son papa François II, qui a travaillé en coulisses ardemment toute sa vie depuis la naissance de sa fille, par son éducation, et préparé la Bretagne par ses puissants seigneurs alliés, en leur faisant promettre de la couronner, elle, sa légitime héritière. Alors Anne est au courant de cet accord passé en coulisses et à la mort de son père, elle demande à ses alliés, ses grands seigneurs bretons, de renouveler cette promesse. Beaucoup le feront, mais pas tous, et même pire. Certains se rallieront au royaume de France. Mais Anne, du haut de ses 11 ans, ne se débine pas, elle décide de continuer l'œuvre de son père, il s'agira de défendre la Bretagne coûte que coûte. Elle ordonne de continuer à affronter la guerre folle. Elle a 11 ans.
et to be free. La jeune fille assiste donc au conseil politique. Elle le faisait déjà en accompagnant son père pour apprendre la politique. On dit que François II aurait initié Anne au jeu d'échecs afin de développer en elle son sens stratégique dont elle aura fort besoin en politique. On dit d'elle d'ailleurs que c'est une enfant réfléchie, à la hauteur de l'enjeu, avec un caractère et une sagesse affirmée. Alors Anne bénéficie tout de même d'un bras droit exceptionnel que son père François II a nommé avant sa mort. Il s'agit du chancelier Montauban. Ah, le père aura tout fait pour sa fille, il aura tout préparé en coulisses, il aura bien fait les choses. Mais des dangers menacent la jeune duchesse. Des seigneurs bretons qui ont promis leur soutien à la jeune duchesse, nous l'avons dit tout à l'heure, beaucoup se rallient à sa cause et beaucoup le feront parce qu'en réalité, en coulisses, ils seront achetés par le royaume de France. Anne de Beaujeu. Attention celle-ci, coriace. Leur mission évidemment est d'espionner la cour bretonne. Les grands seigneurs bretons qui font semblant de se rallier à la cause de la duchesse participent donc au conseil de guerre et appuient sournoisement des décisions qui seront en faveur de la couronne française. Et puis un autre danger menace Anne aussi, c'est le kidnapping. Ça se faisait beaucoup à l'époque pour forcer un mariage ou pour rançonner. Elle se déplace alors systématiquement avec un garde du corps qui la suit partout. Alors à force de guerre, d'espions et de trahison, le château de Nantes finit par être pris par les Français. Anne se sauve et se réfugie à Rennes. Alors revenons un petit peu en arrière. Concernant le mariage, François II avait réussi à tenir la France à distance grâce à plusieurs subterfuges et un traité. La Bretagne restait aux Bretons à la condition que le roi de France valide le mariage d'Anne de Bretagne, quel que soit le prétendant choisi. Alors ce traité, Anne le connaît, mais elle s'en fiche totalement. Le roi de France, c'est son ennemi juré, mais avec qui va-t-elle pouvoir se marier Pour bien le faire chier. Avec l'autre ennemi de la France, Maximilien d'Autriche, roi des Romains. En plus, Maximilien d'Autriche est suffisamment géographiquement éloigné pour qu'il laisse la Bretagne à Anne. La Bretagne, ça l'intéresse, mais il a tout de même d'autres chats à fouetter, Maximilien. Mais il n'en a pas totalement rien à faire, hein, Maximilien. On rappelle que c'est une région très riche, luxuriante, qui promet dans l'avenir. Et puis, il faisait partie des fiancées d'Anne lorsqu'elle était petite. Allez hop, marché conclu, Anne se marie avec Maximilien d'Autriche. Comme je vous le disais, Maximilien, il est loin, et puis il n'a pas le temps. Le mariage sera donc un mariage par procuration. Qu'est-ce que c'est? Je vous raconte. Le mariage d'Anne de Bretagne avec Maximilien d'Autriche aura lieu à Rennes avec un représentant de Maximilien. Le marié ne se déplacera pas. La cérémonie sera germanique et elle sera pour le moins étonnante. Anne doit s'étendre sur un lit en public. Le représentant du marié vient s'allonger à côté d'elle en dévêtant l'une de ses jambes. Officiellement, le marié est entré dans le lit de la duchesse Anne. Le mariage est consommé. Ce mariage est donc acté, Anne devient la reine des Romains. À ce moment-là, le roi de France, Charles VIII, a bien grandi, il a désormais 21 ans lorsqu'il apprend ce mariage entre Anne de Bretagne et puis Maximilien d'Autriche. Ces deux ennemis qui s'unissent, ça sent pas bon du tout pour lui et pour ses affaires. Il se rappelle alors ce traité qui stipule que lui doit valider ce mariage, ce qu'il n'a pas envie de faire évidemment. Donc il ne le valide pas du tout et il le lui fait savoir à Anne. Alors Anne lui rétorque qu'elle s'en fiche. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? T'as deux puissances contre toi. Là, elle a 14 ans. Charles VIII, il lui propose tout simplement de l'épouser, lui, que Anne se marie avec le roi de France. Alors Anne est surprise de cette proposition, car le roi de France était déjà désigné à Marguerite d'Autriche. Puis Anne, elle est mariée, donc tu ne peux pas te marier deux fois. C'est pas catholique. Mais elle réfléchit et finit par se dire que stratégiquement, ça peut être une bonne décision à prendre. Parce que la guerre, elle veut quand même y mettre un terme, elle veut rendre la paix à son peuple breton. Anne et Charles VIII négocie. Alors Anne de France, qui était régente, je vous le rappelle, pousse un petit holà. Charles VIII s'en fiche, il rompt ses fiançailles avec Marguerite d'Autriche. C'est Anne qu'il choisit. Avec évidemment la possibilité pour lui de prendre un jour la Bretagne. Mais Anne ne se laissera pas faire, les négociations seront tendues, elles aboutiront à un duché qui restera indépendant, mais qui sera sous la direction d'un chancelier que le roi de France nommera.
Et puis le roi de France stipule bien dans le contrat qu'Anne perd son titre de duchesse de Bretagne. Mais Anne ne le vit pas comme une défaite. La Bretagne reste indépendante malgré tout, et elle accède à un rang prestigieux, celui de reine de France, avec plus de puissance, plus de pouvoir, plus de prestige. Anne a 14 ans, presque 15, et Charles VIII en a 21. Le mariage doit rester secret, car il est interdit du fait du premier mariage d'Anne de Bretagne. On le célébrera à mi-chemin entre la cour française et la cour bretonne, à Langeais. Anne y est escortée par une garde rapprochée, toujours pour cause de risque de kidnapping. Le mariage est célébré, le pape apprend la nouvelle, il est évidemment outré, mais il est obligé de faire un choix et annule le premier mariage de Anne. L'histoire ne dit pas si Maximilien a protesté. L'union d'Anne de Bretagne avec Charles VIII de France est officialisée, la guerre est finie. Anne, en sacrifiant son titre de duchesse de Bretagne, apporte enfin la paix à son peuple breton qu'elle aime tant. Alors dans le contrat de mariage aussi, il est stipulé que si Charles VIII meurt avant sa femme, Anne de Bretagne devra épouser le successeur de Charles VIII. Alors Anne, elle embrasse son statut et son nouveau titre de reine de France avec beaucoup de grandeur, beaucoup de stature. Et paraît-il, elle aura à cœur de vêtir les robes de la cour française, mais elle gardera souvent, elle déambulera souvent avec une coiffe bretonne, comme pour montrer sa résistance finalement, comme pour montrer que dans son cœur, elle est bretonne et elle le restera. Quelques années plus tard, Charles VIII meurt prématurément, tout bêtement en fait, en se rendant à un jeu de paume, il se cogne la tête contre un linteau de porte et il meurt comme ça. Comme stipulé dans le contrat, Anne de Bretagne doit alors épouser le successeur de son mari, qui sera Louis XII. Et attention, là, Anne reprend les rênes des négociations du contrat de mariage. Elle réussit à négocier entre autres la récupération de son titre de duchesse de Bretagne, et donc la récupération de son duché, et la promesse que le premier enfant du couple sera le successeur, l'héritier de la couronne française, et le second, l'héritier de la couronne ducale bretonne. Là, elle remet Montauban au titre de chancelier de Bretagne, elle met des clauses dans tous les sens, Louis XII dit ok, il signe, le mariage est célébré le 8 janvier 1499. Entre Louis XII et Anne, un amour est naissant, en tout cas un grand respect mutuel les unit. Louis XII fait tellement confiance à sa femme Anne que lorsqu'il part en déplacement ou en campagne, c'est sa femme qui prend la régence du pays. La paix règne sur les deux royaumes, un équilibre est installé, les pays regagnent en richesse et en sérénité. Mais plusieurs grands malheurs frappent la reine. Dans sa vie, lors de ses 2 mariages royaux, elle tombera enceinte 14 fois. 2 enfants survivront. 2. Et ces 2 enfants qui survivent sont issus de son union avec Louis XII. Il s'agit de Claude de Bretagne et René. Les autres enfants mourront tous très jeunes de diverses causes, entre mort-né et maladies telles que la rougeole. Alors Anne le vivra comme une malédiction, hein. Elle qui est très pieuse pensera toute sa vie que ces malheurs sont à cause d'elle, parce qu'elle a été mariée 2 fois en même temps. La perte de ses enfants, c'est évidemment les douleurs les plus traumatisantes qu'elle ait vécues de toute sa vie. Quelques années plus tard, en 1505, la reine Anne se languit de son pays et décide de réaliser le pèlerinage breton, le Trobriez. Le Trobriez, c'est un pèlerinage qui permet de relier les 7 territoires de la Bretagne qui sont liés aux 7 saints fondateurs de la Bretagne. Et les 7 saints fondateurs de la Bretagne, je vais bientôt en dresser des portraits, restez connectés Et abonnez-vous. Pendant son Trobriez, qu'elle ne finira pas car son mari la rappellera auprès de lui, Anne passera par Morlaix. Et à Morlaix, il existe une maison dite de la Duchesse Anne. Cette maison porte son nom car au XIXe siècle, on a cru qu'Anne de Bretagne était passée par cette maison-là lors de son séjour à Morlaix pendant son Trobriez. On a su ensuite que ce n'était pas le cas car la maison a été construite juste après sa mort, ce n'était donc pas possible, mais l'appellation est restée. C'est un monument historique que je vous invite vivement à visiter si vous passez par Morlaix. Le voyage temporel est vraiment prenant. Donc à Morlaix, Anne séjourne plutôt au couvent des Jacobins. Anne souffre d'une blessure à l'œil qui lui fait horriblement mal, comme moi.
Elle entend parler de Saint-Jean-du-Doigt, qui est une commune juste à côté, qui a la particularité de posséder le doigt de Saint-Jean. Le doigt de Saint-Jean est un doigt guérisseur et Anne entreprend de faire le trajet entre Morlaix et Saint-Jean à pied afin d'honorer la relique et espérer que son œil guérisse. Le curé accueille Anne, lui applique le doigt de Saint-Jean sur son œil blessé et la miracle, Anne guérit miraculeusement. Anne continue son troubraille à travers le pays, mais son roi de mari la rappelle auprès de lui, elle ne le finira jamais. Quelques années plus tard, le 9 janvier 1514, la reine Anne de Bretagne s'éteint à l'âge de 37 ans. Son corps sera inhumé en la basilique Saint-Denis, mais Anne demandera que son cœur soit enterré à Nantes dans un écrin en or. À sa mort, Louis XII, qui n'a pas d'héritier, se remarie très vite pour espérer avoir un fils, mais un an après Anne, il meurt également, en 1515. La fille aînée du couple royal, Claude, épouse le successeur au trône de France, François Ier. Petite anecdote, la reine Claude, le fruit, c'est François Ier qui nomme ce fruit du nom de sa femme pour lui rendre hommage. Voilà la reine Claude que vous mangez en été, en réalité c'est la fille de la duchesse Anne. Alors bizarrement, Anne, durant sa vie, n'a jamais intéressé sa fille aînée Claude à la condition bretonne. Elle ne l'a même jamais emmenée en Bretagne. Donc le duché breton, Claude, elle s'en fiche un petit peu, et le titre de duchesse de Bretagne, ça l'intéresse pas du tout. Elle est reine quoi. Duchesse, c'est un titre inférieur. Hein. François Ier demande donc tout simplement la Bretagne à sa femme, la reine Claude, qui en est l'héritière. Et Claude la lui lègue à sa mort. Le passage de la Bretagne en terre française se fait tout en douceur pour ne pas risquer de guerre civile. François Ier nomme un chancelier à la tête de la Bretagne, puis nommera ensuite son propre fils, François de France, duc de Bretagne. Fils qui rattachera donc naturellement la Bretagne à son royaume de France. Alors en Bretagne, on ne se soulève pas, les députés signent les accords, on ne veut pas de guerre, les territoires sont prospères et en paix. La Bretagne devient française le 13 août 1532. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas le j'aime, le commentaire, le partage, l'abonnement, ça permet ma visibilité sur YouTube et puis moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes et en attendant, je vous dis Kenavoir Véchal. Ah oui, et au fait pour mon œil, j'ai passé la débroussailleuse dans mon jardin sans lunettes de protection, voilà aussi, contre la mort de Charles VIII.